Bonjour à toutes et à tous. Je vais, si vous voulez bien, commencer mon exposé par citer un homme pour lequel j'ai depuis toujours une profonde admiration, qui est Elie Wiesel. Et Elie Wiesel dit vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Alors, c'est dans cet esprit que je me tiens devant vous aujourd'hui, car en écho au sujet qui guide les travaux du Cercle, donc les énergies, j'ai décidé de transmettre pour la première fois devant vous, in vivo, un témoignage à la fois personnel et profondément intime, mais avec beaucoup d'humilité, car je vais partager des expériences de vie qui m'ont amené à faire des choix hors normes, portés par des énergies hors normes. Mais je dis bien avec humilité, car croyez-le bien, je n'ai absolument aucune leçon à donner, évidemment, à quiconque. Donc je vais parler aujourd'hui du choix de l'espérance, dans un premier temps, qui m'a doté d'une énergie vitale incroyable, et dans un second temps, le choix du miroir, qui, lui, m'a donné une énergie spirituelle nouvelle. Et chacun de ces choix est lié à des accidents, entre guillemets, de vie que je vais vous faire partager. Alors, on va commencer par le choix de l'espérance. On dit souvent que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Or, j'ai eu la chance d'être déclaré mort à 23 ans dans un grave accident dont je suis sorti handicapé à 111%. Alors, je dis que j'ai eu la chance d'être déclaré mort, car quand on sait que nous passons notre vie à attendre la mort, ben vous vous doutez bien que j'ai pris un petit peu d'avance sur le sujet. Et pour vous situer le contexte, je venais de demander en mariage mon épouse un mois auparavant. Et elle était avec moi dans la voiture, et fort heureusement, elle n'eut qu'une fracture du bras. Pour ma part, j'ai été broyé d'un peu partout, défiguré avec plus de 100 points de suture sur le visage, partiellement sourd, et j'ai vécu dans un long tunnel noir durant 10 jours, étant devenu aveugle, pour, au final, ne l'être que d'un œil. Le diagnostic des médecins, en revanche, était terrible parce qu'ils me préparaient à un horizon, donc j'avais 23 ans, ils me préparaient à un horizon médical en fauteuil roulant vers les 30-35 ans. Et effectivement, les années qui suivirent l'accident, je me paralysais de plus en plus, au point parfois de ne plus pouvoir marcher. Et toujours le même fatalisme des spécialistes que je rencontrais, parce qu'évidemment, vous vous en doutez, j'ai vu plein de médecins, plein de spécialistes divers et variés, et ce fatalisme me ramenait à « mon bon ami, vous êtes en vie, mais handicapé ». Sous-entendu, estimez-vous heureux. Eh bien, il est clair que j'avais une forme d'injonction du système, il fallait me résigner. Bon, quand tu as 23 ans et que tu as envie de bouffer la vie par les deux bouts, c'est clair, tu n'as pas du tout envie de te résigner. J'étais au début de mon envol d'homme, je vivais le grand amour, et il fallait que je me résigne, donc c'était hors de question. Et j'ai dû lutter, mais comme un fou, contre le système qui m'avait collé une étiquette d'handicapé. Et pour beaucoup, être handicapé vous empêche de devenir ce que vous souhaitez être. C'est effrayant de voir à quel point on vous met dans des cases et surtout on vous enfonce dans cette case. Et si vous ne réagissez pas, eh bien globalement, vous passez à côté de votre vie. Alors j'ai eu à l'époque la chance d'avoir un employeur remarquable. Parce que j'ai eu mon accident, j'étais en période d'essai dans une entreprise qui s'appelle maintenant TBWA Corporate, mais qui à l'époque s'appelait BDP Corporate. Et cet employeur s'appelait Alain Champagne, et il a eu un geste absolument, deux gestes formidables. En l'occurrence, il m'a validé ma période d'essai pendant que j'étais à l'hôpital. Et je ne connais pas beaucoup, objectivement, d'employeurs qui auraient fait ça. Et en plus, il a accepté aussi de me laisser travailler alors que j'étais en arrêt maladie. Je n'avais pas le droit de bosser, mais je n'étais pas malade. Certes, j'étais défiguré, certes, je marchais avec des béquilles, etc. Mais je lui disais, mais Alain, laissez-moi au moins bosser. Je vais vous recruter pour être un chef de pub développement, j'ai envie d'y aller. Bon, et il a accepté. Car il a, dans son humanité, compris que pour ne pas sombrer dans le désespoir, il me fallait tout simplement être debout. Et je peux vous assurer que cette leçon de management ne m'a jamais quitté.
Je pense profondément que ça m'a influencé, mais à la fois dans mon rôle de patron et de manager, car il ne faut jamais oublier de se mettre à la place de l'autre. Et ce n'est pas parce que tu es patron et que tu peux arrêter une période d'essai que ça te donne du pouvoir, loin s'en faut. Au contraire, il faut écouter celui qui en a besoin. Et beaucoup trop d'employeurs lâchent, je crois, leurs salariés en cas de problème de vie. C'est un peu une forme de norme, mais c'est à regretter. Dans un moment comme ça, l'énergie qui vous entoure est essentielle. Être entouré de gens positifs, portés par l'avenir et non par l'instant, c'est important. Si on est entouré par des gens qui ne voient que ce que vous êtes devenu, évidemment, ça vous enfonce, c'est une catastrophe. Si en revanche, on imagine, on rêve l'après, celui où vous serez de nouveau debout, celui où de nouveau vous pourrez revivre normalement, bien évidemment, ça vous pousse pour aller de l'avant, car même avec des béquilles et la gueule de travers, au fond du trou, vous pouvez décider de rebondir. Entre mes différentes opérations, parce que j'en ai eu évidemment beaucoup, j'ai pris des chemins de traverse pour aller vers des médecines parallèles. Je voulais marcher vers mon destin et non m'asseoir évidemment dans un fauteuil roulant. Et pour cela, plus les douleurs grandissaient, plus je me paralysais et plus je me surpassais pour ne pas rester collé au sol. Il y avait pour moi C'était impensable de m'arrêter, c'était impensable de subir ce fatalisme qui m'était tombé dessus. Je voulais que coûte, évidemment, m'envoler vers l'amour, la réussite professionnelle, mais la vie, tout simplement. Et quelques années après l'accident, j'ai rencontré un spécialiste de médecine chinoise, Dominique Barthélémy, qui fut le seul à faire le lien entre le fait que je sois devenu borgne, mes traumas, et le centre d'équilibre du cerveau. Il m'a accompagné pendant des mois, et comme vous pouvez le constater, je suis debout face à vous, toujours handicapé, mais debout. 30 ans plus tard, il continue à me suivre, et j'aime d'ailleurs l'appeler, ça le fait rire, mon sorcier, car à sa manière, il est un formidable canalisateur d'énergie. Mais avec cette expérience que je vous fais partager, vous l'aurez bien compris, que le risque de ne pas vivre sa vie quand tu as 25 ans revient à mourir 2 fois. Et là, le désespoir, il ne te laisse que 2 choix finalement. Soit tu disparais, soit tu renais, en te disant que ta tête et ton cœur sont plus forts que ton corps et surtout beaucoup plus forts que le regard des autres. De cette expérience qui est peu de choses en soi, il faut surtout retenir que le mental fait tout. L'énergie du désespoir crée un mental qui non seulement vous fait vivre à fond, mais surtout vous fait croquer la vie à pleines dents. L'espérance devient une énergie vitale. Et je pense même qu'elle est l'énergie vitale. En aimant les autres, autant que vous-même, tout simplement parce qu'ils sont les témoins de votre naissance et vos compagnons de route. Renaître que pour soi-même, renaître avec et pour les autres, c'est évidemment bien plus puissant en tant que tel, et ça donne aussi une autre charpente à votre propre vie. Le verbe aimer, depuis, me guide dans tous les pans de ma vie. C'est de loin le verbe, évidemment, le plus important pour qui soit, parce que aimer, c'est aussi s'ouvrir au monde, tout simplement. Le second choix, plus récent, que je vais vous faire partager, c'est celui du miroir. Alors, il est survenu bien plus tard, une trentaine d'années après une vie bien remplie, tant sur le plan personnel que professionnel. Et là, vous êtes au top, et du jour au lendemain, tout s'arrête, tout s'effondre. Pour mes 50 ans, et les 20 ans de mon fils, Nathan, nous préparions l'ascension du Mont Blanc, histoire de créer notre petite légende père-fils à raconter plus tard au coin du feu, comme on dit. Et là, sans aucune raison ni signe avant-coureur, le cœur lâche. De l'ascension, on passe à la descente aux enfers, opération à cœur ouvert en urgence, et 3 semaines plus tard, je perdais mon père. Autant dire que la chaîne du cœur est secouée. Ce que j'ignorais, en revanche, c'était que je vivais le premier round d'un combat qui allait durer 5 ans. 18 mois plus tard,
j'ai la moitié du cerveau bouché par un très grave AVC, dont je suis sorti indemne grâce aux pompiers et aux équipes de l'hôpital Foch. Pour le cœur comme pour l'AVC, aucun début d'explication de la part des médecins, qui ont fait par ailleurs un formidable travail de réparation technique, mais vous êtes en vie, encore une fois, estimez-vous heureux. Et comme le disait Jacques Chirac, les emmerdes volent en escadrille, mon entreprise, pour la première fois de ma vie, a connu de grosses difficultés, dues à un très gros client du CAC 40 qui s'est mis à nous payer entre 18 et 24 mois. Donc je devais, d'une part, lutter pour ma propre vie, pour ma propre survie, et pour celle de mon entreprise. Tout en donnant le change, j'étais épuisé. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point un AVC, ça vous met totalement à plat. C'est hallucinant. Vous avez l'impression de pouvoir y aller, et puis plus rien, plus rien. Bon. Et pendant 18 mois, je marchais au ralenti. Et comme toujours, dans ces moments-là, les soutiens sont tout de même assez rares. Encore une fois, je suis allé chercher des réponses ailleurs, sur les fameux chemins de l'esprit qui m'ont permis de rencontrer des êtres rares dont la seule force d'aimer est une source d'énergie absolument incroyable. En dehors de Laurence, mon épouse, qui m'a sauvé la vie au sens propre comme au figuré, un client, devenu un ami, pour ne pas dire un frère, tellement je le porte dans mon cœur, m'a guidé dans mes réflexions et en me présentant des personnes que l'on peut qualifier de très connectées. Parmi elles, une qui aujourd'hui tient un rôle très important dans ma vie, Sophia, qui fut initiée par sa grand-mère grecque à l'âge de 2 ans et qui canalise les énergies. Elle m'a mis face à mon propre miroir. Je vivais les pires années que je n'ai jamais vécues dans ma vie. Vraiment des années de galère, où rien ne va. Ça a duré 5 ans. Je me battais pour l'entreprise sans me rendre compte que je pédalais dans le vide, très clairement. J'étais épuisé et je me battais comme un forcené. Elle me dit une chose très simple, et ça c'est vraiment un message que j'aimerais vous faire tous partager, mais vous allez voir tellement c'est évident pourtant. Elle me dit simplement, il n'y a que toi qui peux décider de choisir d'arrêter cette situation. On ne peut plus simple en tant que tel. Mais quand on vous met ce miroir sous le nez, vous dites, mais oui, mais qui peut m'apporter une réponse en dehors de moi? Et donc, elle me fait prendre conscience qu'involontairement, j'étais mon propre ennemi, guidé par mon ego peut-être, puisque tout m'avait réussi jusque-là, il fallait absolument que ça continue, ce qui en soi était une belle connerie. Face au miroir, j'ai fait le choix de le traverser. Et vous savez, Kipling disait « L'homme qui ne veut pas regarder le miroir ne peut pas espérer le traverser ». Donc j'ai fait le choix de ce miroir. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de tout changer, de fermer mon entreprise, de faire un procès à ce client qui avait coulé ma boîte, de me débarrasser de tous les toxiques aussi. Et quand on parle d'énergie, il est très important de se protéger des toxiques. Alors, qu'est-ce que j'entends par toxique qui s'engage? Évidemment que moi. Évidemment, il y a des choses matérielles qui peuvent vous peser, mais il y a aussi les gens qui peuvent vous nuire, à commencer par des clients qui vous font gagner votre vie tout en vous la pourrissant par leur comportement, ou encore les faux amis, les flatteurs et autres égoïstes en tout genre. Plus vous pouvez vous débarrasser de ces toxiques, plus vous pouvez remonter la pente. Et cet aspect-là est absolument essentiel. Si vous pérennisez un lien de dépendance avec ces toxiques, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce qu'ils vous tireront toujours en arrière et vous ne pourrez pas avancer. Donc je suis reparti à zéro, fin 2018, beaucoup plus léger, beaucoup plus recentré sur moi-même, mais surtout en ayant fait le choix conscient de la vie pleine, celle qui se concentre sur l'essentiel et vous ouvre encore plus aux autres et à vos aimés, bien évidemment. Vous connaissez tous ce magnifique poème d'Invictus, « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Je peux vous assurer qu'à l'époque, je l'avais relu avec ferveur. Entre 2013 et 2018, j'ai failli me perdre. Personne ne s'en est rendu compte. Toujours souriant, toujours droit, et pourtant toujours de plus en plus mal. Donner le change n'était pas qu'une posture,
c'était aussi pour moi le meilleur moyen d'aider mes proches à relativiser les événements. Car le plus dur, c'est d'avoir conscience de ce qu'ils subissent dans de telles épreuves. C'était le ciel qui leur tombait sur la tête à plusieurs reprises. Pour mes enfants, perdre leur père ou le retrouver paralysé, ma fille m'a vu partir avec les pompiers en ayant perdu l'usage de la parole et le visage paralysé. Alors ce qui est drôle, c'est que quelques années plus tard, elle s'est lancée dans des études pour devenir chercheur en neurosciences, donc il y a automatiquement un lien, je pense. Mon fils était avec moi lorsque le cœur a lâché, et mon épouse pensait évidemment me retrouver comme un légume le lendemain de l'opération de l'AVC. Pour eux, il me fallait être fort et surtout leur faire oublier, par mon enthousiasme et mon énergie, ces drames, même si personne n'était dupe. Et c'est vrai que dans des moments aussi fous que cela, il ne faut jamais oublier non seulement que la vie est belle, mais il faut aussi la partager. C'est-à-dire que quand vous êtes au fond du trou, vous pouvez continuer à partager. Moi, les moments que j'ai passés dans les différents hôpitaux, réellement, je donnais de l'énergie à mes voisins de chambre parce que on est dans des moments de désespoir total. Et alors, il faut espérer cet après, et l'énergie, ben, évidemment, ça devient magique. Ce choix du miroir, c'est donc celui de la vie pleine. Il fut évidemment ma libération et aussi un nouveau départ. Ces deux choix que je viens de vous partager, celui de l'espérance et celui du miroir, ont décuplé à la fois une énergie vitale et une énergie spirituelle puissante. S'il y a quelque chose à retenir de ces expériences, c'est que quelle que soit la crise, vous êtes à la fois l'âme et le chemin. Une fois débarrassé des toxiques, vous êtes porté par cette énergie de vie, et ce qui est génial, c'est qu'elle se partage. Mais n'oubliez pas d'avoir toujours avec vous votre miroir. Tout simplement parce qu'il vous rappelle celui que vous voulez être vraiment et vous évite de vivre avec le reflet de vous-même. Certains parlent de résilience, moi je me contenterai modestement de parler du sens de la vie. Dans le désespoir, dans l'échec, dans les épreuves, quelles qu'en soient les causes, ce que j'ai modestement envie de vous dire est de ne jamais, jamais vous replier sur vous-même. Ouvrez-vous au monde, aux autres, et même si parfois vous manquez d'énergie, le peu d'énergie que vous avez, continuez à la partager, car ce don de vous-même est aussi le moyen de remonter à la surface. La solution ne viendra que de vous, de votre capacité à faire le pas de côté, à accepter les rencontres inattendues, à aimer celui ou celle que vous êtes au sens de votre vie pleine. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bravo, un grand merci Didier pour ce témoignage intime qui nous touche tous. Avant de laisser la salle poser ses questions, j'avais envie de te poser une première question sur ce tunnel que tu as vécu et surtout comment as-tu su solliciter cette énergie du désespoir ? Alors, aussi étrange que ça puisse paraître, quand tu vis un accident comme cela, moi j'avais une chance énorme. C'est que le professeur qui nous a accueillis, il a vu deux petits jeunes, bon, il ne connaissait pas notre histoire, il a décidé d'emblée de nous mettre tous les deux dans la même chambre. On venait quand même, un mois avant, décider de se marier avec mon épouse. Et donc, cette force d'amour extraordinaire, ça a été mes yeux. C'est-à-dire que pendant 10 jours, effectivement, je ne savais pas si j'allais être aveugle, etc., parce que voilà, tout avait explosé. Et ben malgré ça, malgré le fait que mes yeux étaient cousus, etc., je voyais. Et je voyais par l'énergie de l'amour. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, de fait, dès le départ, dès que j'ai pu me réveiller après les premières opérations, à aucun moment, je me suis senti diminué. Je ne pouvais pas bouger, j'étais... Voilà, okay. Mais à aucun moment, je me sentais diminué. J'étais le même, mais peut-être encore plus fort. Et évidemment, après, quand ils ont réussi à me sauver un œil, bon, ben voilà, on voit bien avec un œil, hein, ça va.
Donc voilà. Alors une question naïve, si c'était à refaire dans toutes ces étapes, dans ce parcours, que referais-tu avec cette expérience différemment? Alors sur le plan personnel, franchement rien, parce que j'ai été béni des dieux du côté de l'amour, avec ma femme, mes enfants. Sur le plan professionnel, je pense que j'aurais créé ma boîte plus vite, beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Ça, c'est clair. Et puis, j'aurais aiguisé mon sens, j'allais dire, des médecines alternatives également plus tôt. Voilà. Ça, c'est des choses que que l'expérience m'a appris, que je partage évidemment avec tout le monde, même si l'exercice, c'est pas facile hein, de vous faire l'exposé que je viens de vous faire. Je suis très content de l'avoir fait parce que peut-être que ça peut être utile à certains, et je suis prêt évidemment à partager mes contacts. Mais oui, c'est tout, parce que après on fait son chemin. Je veux dire, et puis ça, c'est le rétroviseur. Moi, ce qui m'apporte, c'est ce qui est devant, et ce qui est devant, voilà, j'ai la faiblesse de croire que c'est pas mal. Merci. Avez-vous des questions pour Didier? Didier, merci d'abord pour ce témoignage très émouvant. Personnellement, j'étais au courant de certaines choses, mais pas de tout. Et donc, comme beaucoup dans la salle, j'ai été surpris et ému par tout ce que tu nous as dit. Je ne vais pas revenir donc là-dessus, mais je voudrais te demander comment tu fais pour évacuer les énergies toxiques. Parce que ça, c'est quand même un travail assez complexe. Ça suppose de pouvoir dire des choses assez franchement à un certain nombre de gens. On a tous parfois envie de le faire. On est parfois dans des situations où on n'a pas la liberté de le faire. Donc comment tu as procédé finalement? Alors, après l'AVC notamment, il y a des digues qui sont rompues, des digues de retenue, entre guillemets. Il y a deux choses. Bon, vous l'avez compris, je me suis débarrassé des toxiques. Ça, c'est clair, mais débarrassé physiquement. Hein, je veux dire, excusez-moi un peu ce terme un peu cavalier, mais aujourd'hui, je fais tout pour fuir les cons. Bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Donc, c'est un vrai sport en tant que tel, mais c'est une règle de vie. Car j'essaie de ne pas perdre de temps, entre guillemets, parce que le temps est compté, hein, même si je disais au début que j'ai pris un peu d'avance, mais le temps est compté. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, la liberté de parole. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Bon, je n'ai jamais cherché à plaire à tout le monde. Hein. Très clairement, j'ai toujours été peut-être un peu clivant dans ma vie, mais là encore plus. Parce que je dis ce que je pense réellement. Et sans jamais chercher, évidemment, à choquer quiconque. Surtout pas, parce que j'ai beaucoup trop de respect pour autrui. Mais ma liberté de parole est sûrement ce qu'il y a de plus précieux. Et puis le deuxième point, ça a été évoqué par Barbara. Comme je suis handicapé et que, mine de rien, je me paralyse quand même de temps en temps, ben je m'astreins à faire, et ça évacue pas mal de choses, voilà, quelques mouvements sportifs quotidiens, parce que si je ne fais pas ça, par contre, là, je serais vraiment en fauteuil roulant. Donc, quotidiennement, je me réaligne sur moi-même, pour reprendre le terme précédemment bien mieux évoqué que moi, de Barbara. Une autre question, peut-être? Oui. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ce témoignage. Moi, j'avais une question qui fait un peu le pendant des toxiques. C'est par rapport à ces instants de désespoir. Vous disiez que la première fois, au moment de votre premier accident, il y avait l'énergie de l'amour, etc. Mais au moment de la deuxième fois et troisième fois, si je puis dire, comment vous avez fait pour résister? En fait, qu'est-ce qui vous a permis de ne pas sombrer? Alors ce qui m'a permis de ne pas sombrer, de nouveau, l'amour. Ça, c'est clair. Ça, c'est évident. Ça, c'est clair. Mais après, c'est le questionnement. Je me disais, c'est pas possible que j'en prenne plein la tronche comme ça, alors que dans l'absolu, je n'ai rien cherché. Je fume pas, je bois pas. Enfin, voilà. Avant le premier accident, j'étais plutôt très, très sportif. Bref, c'est pas normal d'avoir tout ça. Donc, soit je m'arrêtais devant le fatalisme et me disais, voilà, bah, ok, comme ça. Soit je suis parti en quête de
de réponse. Et c'est là où j'ai rencontré des personnes que je qualifiais de très connectées tout à l'heure, qui m'ont emmené sur d'autres chemins. Et ces autres chemins ont ouvert des portes. Et là, il faut avoir, non pas le courage, mais il ne faut pas hésiter à franchir ces portes. Parce qu'elles vous apportent des éléments de réponse. Et de fait, j'ai eu des éléments de réponse, j'ai eu une façon de me reconstruire qui m'a évité réellement de sombrer. Parce que, franchement, déjà, l'opération à corps ouvert, c'était compliqué. L'AVC, 18 mois plus tard, je me suis dit, mais alors par miracle, j'en suis sorti indemne. Très diminué, et ça a duré 18 mois. Mais je me disais, c'est pas possible que je les collectionne comme ça. Il doit y avoir des raisons. Bon. Et puis là, vous rencontrez des gens qui vous tirent des fils, et puis qui vous ouvrent des chemins de réflexion, en tous les cas, moi, qui m'ont aidé. Oui. Merci Didier pour ce témoignage. J'avais une curiosité par rapport au miroir et la force qu'il faut avoir ou la confiance en soi qu'il faut avoir pour s'observer dans ce miroir et finalement le courage de se voir dans ce miroir. Comment ça s'est passé pour vous et qu'est-ce que ça veut dire vraiment traverser le miroir? Dans l'absolu, de manière, sans m'appuyer sur des thématiques, on va dire, ésotériques, le miroir, c'est ton pire ennemi, dans l'absolu. C'est-à-dire que tu peux avoir un semblant de toi-même. Or, ce qui était important, c'est que quelqu'un, là encore une fois, les fameuses rencontres inattendues, m'a mis ce miroir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça m'a permis de voir ce que je ne voulais pas regarder. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je me battais pour l'entreprise, pour ma santé, etc., je cherchais des coupables, des responsables. Je cherchais des mecs à cogner, entre guillemets, parce que ce n'était pas possible que ça se passe comme ça. Et là, vous avez d'un seul coup quelqu'un qui vous tend le miroir et dit « Mais attends, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Tu te bats contre toi, là, dans l'absolu. » Et c'est tellement évident que ça vous scotche dans l'absolu. Je me suis retrouvé au volant de ma voiture après cette séance, et je me suis dit, mais c'est tellement vrai, tellement vrai. Et bien là, ce miroir, on va le fracasser, on va passer de l'autre côté. Et là, on va reprendre son destin en main, on va prendre les bonnes solutions. Il y avait des choses que je pouvais, contre lesquelles je ne pouvais rien faire. Quand un grand groupe du CAC 40 me plante, je ne peux pas faire grand-chose, si ce n'est lui faire un procès. On lui fait un procès. La boîte que je portais, absolument, à un moment donné, je préfère arrêter pour mieux repartir dans un autre modèle. Mais alors après, la question, c'est est-ce que j'aurais été capable de le faire sans qu'on me présente le miroir ? Je pense que oui, à terme, parce que finalement, ce que cette Sophia m'a dit, ça faisait déjà 2 ans que mon épouse me disait exactement la même chose, mais je n'étais pas forcément assez ouvert, parce que je voulais rester le guerrier que j'étais, je voulais, Puis non, à un moment donné, il faut se débarrasser de tout. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est du courage. Je pense que d'un seul coup, on est en pleine conscience avec soi-même. Je crois que c'est surtout ça. Et surtout, on prend conscience que si on continue comme ça, on va dans le mur, tout simplement. D'autres questions ? Merci, un grand merci Didier. Merci infiniment.